La passe de la goule. Chapitre 3. Maître Carbois se tenait devant une fenêtre qui s'ouvrait sur le plateau, et fixait l'horizon. Il se tourna lorsque ses hôtes entrèrent dans le salon, puis s'avança à leur rencontre. La pièce où il les accueillait était parquetée de chêne blond, et sentait la cire, comme de nombreux autres endroits d'Ondiane. L'ameublement était sobre, massif, composé principalement de lourds fauteuils de cuir et de quelques meubles bas. Les vrilles d'une enjôleuse se balançaient doucement, mais pour l'instant la plante ne chantait pas. « Installez-vous », commença le maître rêveur. « Mon ami Valpierre vient de m'apprendre le retour des deux jeunes gens. J'en déduis que vous nous quitterez bientôt, et je veux profiter encore un peu de votre présence. » Il avait désigné Artis lorsqu'il l'avait nommé, et une nouvelle fois celui-ci se sentit rougir. Heureusement personne ne le regardait, et il reprit rapidement contenance. Tandis qu'il prenait place, Duhomme Nil-Erg se pencha vers Camille. « Ne te fie pas à l'apparence débonnaire de Carboist, lui glissa-t-il à l'oreille. C'est un homme intègre mais rusé, qui apprend toujours ce qu'il veut savoir. » Camille opina et s'assit près d'Eyana. Maître Carbois ne tarda pas à fixer son regard sur elle. « Ainsi c'est toi, cette invitée surprise dont l'arrivée a tant perturbé Valpierre. » Camille hésita. Elle n'osait répondre, craignant de s'aventurer sur un terrain glissant. Que savait-il et que pouvait-elle se permettre de lui raconter? Elle jeta un coup d'œil à Maître Duhomme qui resta de marbre. Salim plongea au secours de son ami. « Je suis arrivé en même temps qu'elle. Je suis sûr que c'est moi qui ai dû faire peur à ce monsieur. » Bjorn approuva joyeusement, ce qui détendit l'atmosphère. Il en profita pour détourner la conversation. « Ce garçon est un véritable cauchemar !» Maître Carboist sourit, les yeux toujours fixés sur Camille. « Ne t'inquiète pas, jeune fille, je n'essaierai pas de te soutirer tes secrets. Mon ami Nil-Erg m'arracherait les oreilles, pour le moins. Je vois en outre que ton camarade et toi êtes épuisés. Je vous propose donc de vous rafraîchir et de prendre un peu de repos. Si vous êtes d'accord, nous nous verrons ce soir pendant le repas. » Comme si sa proposition était par avance acceptée, Maître Carboist se leva, imité par tous. « Ondiane est habitée exclusivement par des hommes, » expliqua Eyana à Camille. « On a libéré pour moi l'unique chambre, qui est l'eau courante, et comme les rêveurs m'évitent, j'y suis seule et tranquille. On partage ?» « Volontiers, si cela ne vous dérange pas !» s'exclama Camille. « Je rêve d'un bain et d'un lit !» « Alors suis-moi. Mais s'il te plaît, tutoie-moi. Je n'ai que 25 ans, l'âge d'être ta sœur, pas ta grand-mère. » « D'accord !» répondit Camille en étouffant un bâillement. Pendant que les hommes s'engageaient dans un escalier, elle suivit la jeune femme qui prenait un couloir à l'opposé. « À tout à l'heure, ma vieille !» lui cria Salim. « Sois sage !» « Il est toujours comme ça ?» s'enquit Eyana avec un sourire. « Non, parfois, il est vraiment excité. Là, je le trouve plutôt fatigué. » Elles traversèrent une bonne partie d'Ondiane pour arriver à l'extrémité de l'aile nord, là où la bâtisse s'appuyait sur la montagne, et Yana s'effaça pour laisser entrer Camille. La chambre était spacieuse, joliment meublée, et un lit moelleux trônait en son centre. Camille s'en approcha et le tâta de la main. Mais au lieu de s'extasier, elle se tourna vers Eyana, la mine soucieuse. « Qu'est-ce que ce maître Carboist nous voulait ?» demanda-t-elle. « Je ne comprends pas pourquoi il nous a renvoyés après avoir échangé 2 banalités, ni pourquoi maître Duhomme a conseillé de faire attention. » « J'ignore ce que voulait Carboist, » répondit Eyana. « J'ai toutefois l'habitude de jauger les hommes, et je peux t'affirmer qu'il a obtenu ce qu'il désirait. »« Tu crois que... » ?»« Je ne crois rien. La salle de bain est par ici. » Eyana poussa une porte basse qui s'ouvrait sur une pièce entièrement taillée dans la pierre. Elle était éclairée par une lucarne donnant dans la chambre. Dans le fond, le sol poli par des milliers de passages s'abaissait brusquement, créant un vaste bassin rempli d'eau claire. Camille ne put retenir un cri de joie. « Ne te réjouis pas trop vite, » lui conseilla Eyana. « L'eau provient d'une source. Elle est glaciale, limpide, mais glaciale. »« Je me sens si sale, » rétorqua Camille, « que je serais capable de me baigner sous la banquise. »« Alors n'hésite pas, plonge. » Camille ne se le fit pas répéter 2 fois. Elle ôta ses vêtements et s'approcha de l'eau. Elle la testa du bout des orteils et frissonna. Elle était vraiment gelée. En retenant sa respiration, elle se glissa dans le bassin. Une fois immergée jusqu'au cou, elle s'habitua à la température et se détendit. « Il y a de la place pour 2, s'enquit Eyana. Edoui nous a entraînés et j'ai bien besoin d'un bain moi aussi. » Camille sourit. « Ça ressemble plus à une piscine qu'à une baignoire, bien sûr que tu peux venir. » Eyana lui lança un pain de savon avant de la rejoindre. Elles se lavèrent tout en plaisantant. Puis Camille commença à claquer des dents. « Je suis frigorifiée, je sors. » « Regarde à côté du lit, il y a mes vêtements. Tu devrais y trouver une tunique pas trop grande. » Plus tard, Eyana quitta à son tour le bassin. Elle observa la fine cicatrice qui barrait son abdomen. Seule trace de l'affreuse blessure qui avait failli l'emporter. Elle avait souvent frôlé la mort, mais jamais d'aussi près. Loués soient les rêveurs et leurs dons de guérison.
Elle passa dans la chambre. Camille avait enfilé une de ses tuniques avant de s'allonger en travers du lit, le chuchoteur niché contre son cou. Elle dormait profondément. La jeune femme s'installa dans un fauteuil pour la contempler. Sa propre adolescence lui semblait à des centaines d'années de distance, et Camille dégageait une aura de fraîcheur bienfaisante. Elle la laissa se reposer jusqu'au moment où, par la fenêtre, elle vit le soleil se coucher. Alors doucement, elle lui toucha l'épaule. Camille ouvrit les yeux. « Je me suis endormie ?» Juste une paire d'heures, je suis désolée de te réveiller, mais il est temps d'aller dîner. Camille s'étira. Mes vêtements sont dans un état lamentable, qu'est-ce que je vais mettre? Je les ai lavés, mais ils ne sont pas secs. Je crois que pour ce soir, tu peux garder cette tunique. Elle tombe jusqu'à tes genoux. Si on y ajoute une ceinture, ce sera parfait. Joignant le geste à la parole, Ayana ceignit la taille de Camille d'un ceinturon de cuir, auquel elle suspendit un poignard dans un fourreau. « Mais » s'étonna Camille. « Un cadeau » expliqua Ayana en souriant. « Un cadeau de grande sœur. Je me sens toute nue quand je n'ai pas une bonne lame d'acier à portée de la main. Si je t'habille, autant le faire jusqu'au bout. Il y avait quelque chose dans la poche de ton pantalon. » poursuivit-elle. Je n'y ai pas touché. Camille s'approcha de ses vêtements qui séchaient sur le dossier d'une chaise. Elle récupéra la sphère graphe et se tourna vers Ayana. La jeune femme avait prononcé sa dernière phrase sans intonation particulière. Camille ne parvint pas à décider si elle avait découvert l'étrange particularité du bijou. C'était un objet cliché que les humains, elle mise à part, étaient incapables de toucher, et qu'elle avait trouvé la première fois qu'elle avait gagné Gwendalavir. Maître Diom lui avait décrit comme un outil puissant utilisé par les clichés pour arpenter l'imagination. Dans le doute, Camille s'abstint d'évoquer la pierre. Elle remercia chaleureusement Ayana pour son présent, et elles quittèrent la chambre pour rejoindre le réfectoire. La pièce voûtée était immense et des tables massives s'alignaient dans sa longueur. Les rêveurs d'Ondiane étaient en train de dîner. Camille en dénombra une cinquantaine. Un peu à l'écart, leurs amis les attendaient autour d'un buffet chargé de victuailles. « Enfin !» s'exclama Bjorn en les voyant arriver. « Nous mourrons de faim !» Tu as toujours faim, se moqua Ayana, et des dames doivent savoir se faire attendre. Après la correction que tu as infligée à Maniel cet après-midi, je ne suis pas certain que le terme de dame te convienne encore, répliqua Bjorn. Camille sourit en écoutant l'altercation amicale. Elle se sentait bien. Elle s'assit à côté de Salim qui se pencha vers elle. Tu as réussi à te laver, je vois. Oui, j'en rêvais depuis 2 jours, et toi? Bjorn m'a plongé tête la première dans la fontaine, expliqua Salim, fataliste. Et il n'a rien trouvé de mieux que me savonner avec du sable. J'ai cru qu'il allait m'arracher la peau. Camille ne put s'empêcher de rire malgré le regard douloureux de son ami. Les plats commencèrent à circuler et Edwin prit la parole. Nous partirons demain matin, si maître Carboist n'y voit pas d'inconvénient. Je me demande ce que j'aurai à y redire. Puis-je savoir quelle sera votre direction? Nous nous rendons à Algate. Tiens, s'étonna maître Carboist. C'est le seul endroit auquel je ne m'attendais pas. Et pourquoi donc? S'enquit Diom Nil-Erg. Le maître rêveur se pencha vers lui. Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour ne pas tourner autour du pot comme des inconnus, Diom. Qu'est-ce qui peut pousser un vieil analyste comme toi sur les routes en compagnie du maître d'armes de l'empereur et d'une jeune fille capable de faire le pas sur le côté malgré le verrou de Lich dans les spires? Diom Nil-Erg toussota, mal à l'aise, tandis que le maître rêveur continuait en regardant Camille. Je n'ai connu qu'une personne avec de tels yeux. Tu veux que je poursuive? Il y eut quelques secondes de silence pesant. Je vais vous raconter une histoire, reprit maître Carboist. Un simple conte sorti de mon imagination. Un pays, un empire à vrai dire, était menacé par de redoutables adversaires. Les seules personnes qui auraient pu le sauver, appelons-les les gardiennes, étaient retenues prisonnières dans un endroit inconnu. Tout espoir semblait perdu lorsqu'une jeune fille apparut. Elle avait les mêmes yeux violets que sa mère et comme elle, un immense pouvoir. Le maître d'armes de l'empereur, aidé par un vieil ami au caractère plein de piquant, projeta de conduire la jeune fille jusqu'aux gardiennes, pour les libérer et avec elles combattre et vaincre les méchants. Appelons-les les Tlich. Edwin leva les bras. Vous pouvez cesser ce petit jeu. Camille et Willan, la fille d'Elicia et Altan Gilsayan. Elle représente en effet notre dernier espoir d'éveiller les figés. Nous avons appris où ils se trouvent, mais dans un premier temps nous allons à Algate. Nous devons rencontrer l'empereur et recueillir d'importants renseignements. Nous partirons ensuite les délivrer. Ces informations vous suffisent-elles? Maître Carboist eut la bonne grâce de paraître gêné. Oui, bien sûr, je ne voulais surtout pas être indiscret. Surtout pas, murmura Bjorn à l'oreille de Salim. Quels que soient vos objectifs, continua le maître rêveur, je comprends qu'il vaut mieux les garder secrets. Je crois cependant pouvoir vous aider.
Volontiers. accepta Diom Ni-Erg, soucieux de ne pas se fâcher avec son vieil ami. Que proposes-tu? Les routes ne sont pas sûres, c'est un euphémisme que de le prétendre. Un rêveur versé dans l'art de la guérison vous serait fort utile. Edwin et Maître Diom se concertèrent du regard. Finalement, le maître d'armes hocha la tête et l'analyste sourit. Nous acceptons ton offre avec plaisir. Il faut donc que je m'occupe de choisir quelqu'un, conclut le supérieur d'Ondiane. Je crois que vous achèverez votre repas sans moi. Avec un geste de la main, il s'éloigna. Et Yana explosa dès qu'il fut sorti. Vous vous êtes laissé manipuler comme des enfants. Ce n'est pas un auxiliaire que nous propose Carboist, c'est un espion. Pas si vite. Mais Edwin lui coupa la parole. Si l'espion en question peut recoudre quelqu'un et lui sauver la vie, ça vaut la peine, tu ne crois pas? Et Yana parut soudain penaude. Tu as raison, admit-elle, et je suis mal placée pour protester. Je persiste toutefois à croire que ce Carboist nous cache des choses. Les rêveurs cachent toujours des choses, expliqua Maître Diom. Depuis des siècles. C'est ainsi, nous n'y changerons rien. Carboist joue un rôle de conseiller important auprès de Saï il-Muran, le seigneur d'Alvor, et on ne peut nier qu'il ait eu une influence positive sur lui. Il devait avoir besoin d'informations. Quoi qu'il en soit, déclara Edwin, nous partons pour Al-Jait dès demain matin. Le trajet nous prendra une dizaine de jours, si tout va bien. Une fois arrivés, nous rencontrerons l'empereur pour mettre au point la suite du voyage. Je pense que nous gagnerons le lac Shen par la piste du nord, puis que nous remonterons le pôle Image, jusqu'au contrefort de la chaîne du pôle. Nous atteindrons alors la zone des combats contre les Reis. Ce sera sans doute la partie la plus difficile de notre périple, mais nous n'y sommes pas encore. Au total, le voyage durera combien de temps? demanda Camille. Edwin réfléchit une seconde avant de répondre. 1 mois, peut-être plus, certainement pas moins. Bjorn se resservit une assiette de viande et Salim s'étira. Je meurs de sommeil, constata-t-il. Je crois que même un massage au sable ne suffirait pas à me tenir éveillé. Conscient que le départ serait matinal, tous se levèrent pour regagner les chambres. Camille sentit au-delà de la fatigue un frisson parcourir son dos. L'aventure se poursuivait!